J'ai un extrait qui me paraît excessivement puissant, si je puis dire. C'est celui de du nouvel ordre occidental. Voyons. Chine, l'Inde, le Brésil, enfin, la majorité internationale, la majorité globale est contre cet ordre. Parce que cet ordre est établi d'une manière, d'ailleurs, basée sur des standards doubles, sur les double standards, par les pays occidentaux qui se donnent le droit de dire ce qui est correct, ce qui n'est pas correct. Ce que fait Israël en Palestine, c'est correct pour une certaine manière. Pourquoi est-ce que c'est correct? Et là, et la Russie qui défend ses intérêts et sa sécurité en Ukraine, c'est pas correct. Mais je ne vois pas de logique dans cette position, sauf les intérêts géopolitiques de l'Occident. Qu'est-ce que tu en penses? C'est les intérêts géopolitiques de l'Occident? Non, même pas. Parce que finalement, nos intérêts géopolitiques, c'est d'abord, en général, quand on fait de la diplomatie ou même quand on prépare la guerre, entre guillemets, c'est plutôt pour préserver la paix déjà. Donc là, on n'a pas le sentiment que nos dirigeants veuillent préserver la paix, ils ont plutôt tendance à chercher la guerre. De la même façon, on a plutôt, nous, intérêt, et particulièrement pour le cas des Français, hein, c'est plus fort encore pour les Français et les Allemands que d'avoir de très bonnes relations avec la Russie, du fait d'intérêts économiques complémentaires. Pour nous, les Français, c'est une dimension supplémentaire du fait que c'est une alliance de revers. La Russie a toujours été une alliance de revers, non seulement contre l'Allemagne, ça depuis un certain nombre de siècles, mais contre les États-Unis aussi, puisqu'elle s'est toujours opposée à l'impérialisme américain qui s'est toujours assis sur la France. Donc pour nous, c'est une alliance objective. Donc évidemment, là, ce qu'il explique, c'est ce qu'on n'arrête pas de constater, c'est-à-dire que si on prend le simple cas d'Israël ou même de nos propres guerres de l'OTAN, il n'y a pas de souci, ça passe crème, pas de sanctions, on s'en fiche. Et puis, dès que la Russie bouge un petit peu, ça ne va pas. Je voulais quand même revenir un petit peu sur des notions de droit international qui sont quand même intéressantes dans le conflit ukrainien. En droit international, il y a deux principes qui se juxtaposent et qui sont contradictoires. Il y a un premier principe, c'est celui qu'argue la Russie pour pouvoir justifier son opération, c'est le principe d'autodétermination des peuples. Les peuples ont le droit à disposer d'eux-mêmes. C'est d'ailleurs les Français qui sont à l'origine de ce principe-là, mais qui vient se heurter à un autre principe de droit international, c'est l'intangibilité des frontières. Donc, à la base, on est censé à la fois respecter l'intégrité territoriale des États-nations, mais en même temps peuvent s'opposer à cela, le droit à l'autodétermination des peuples. Donc c'est quelque chose d'assez compliqué. Et il y a aussi un autre grand principe international qu'on nie à la Russie, qui est le principe qu'on ne peut pas gérer sa sécurité collective, son dispositif militaire, au détriment d'un État riverain. On est censé trouver des accords pour justement, et c'est ce que demande la Russie depuis un certain temps, c'est d'avoir des accords de sécurité qu'on lui refuse. Je voudrais quand même faire remarquer une chose, c'est qu'on pourrait faire une analogie en imaginant qu'un jour l'Allemagne, qui pourrait tout à fait tenter de faire cette chose-là, dise bon ben voilà, on va financer les nationalistes flamands en Belgique, histoire d'embêter les Français parce qu'ils seront très francophobes, qui prennent bien le contrôle de la Belgique et qui commencent des exactions sur les populations francophones de Belgique. Je pose la question à tous les Français. Comment nous, on réagirait dans ce cas-là ? Si les francophones de Belgique, les Wallons, les gens du Hainaut, nous appelaient au secours, disaient « Eh oh, s'il vous plaît, les Français, vous voyez, là on est en train de se faire tuer par les nationalistes flamands qui ont pris le pouvoir avec le soutien d'un État étranger. » Mais nous, on interviendrait. On ferait exactement... Est-ce qu'on le pas ferait avec nos dirigeants actuels, je te sais pas. l'accorde. Pas avec des gens comme Macron, etc. Mais avec des gens sérieux. Qu'est-ce que tu en penses, Lara? Est-ce qu'on peut faire cette analogie? On peut faire cette analogie, mais pour revenir à ta question initiale, en fait, je pense que depuis le départ, ce que avait compté l'Occident comme résultat d'une guerre avec la Russie, c'était que la Russie se désagrège.
en fait, qu'elle devienne ce qu'elle doit être par par la richesse de ses matières premières, par le peu de population qui l'habite, plusieurs petits États à la manière de Yougoslavie. Yougoslavie, à l'origine, a donné naissance à 7 États différents. On oublie ça. Donc là, tout ce qui était calculé par l'Occident, c'est que le peuple va se retourner contre ses dirigeants, et puis les petits, disons, chefs locaux vont demander des indépendances à tous azimuts, etc. Et la Russie ainsi va s'autodétruire. C'était ça le calcul. Je pense pas que à aucun moment on a pensé que ce genre de guerre peut durer dans le temps et que la Russie serait capable de se renforcer au fur et à mesure de cette guerre, parce que c'est ce qui s'est passé. Elle s'est renforcée, elle est aujourd'hui plus forte qu'elle ne l'était en 2022, par le sens d'adhésion de l'ensemble du peuple russe à ce qui se passe aujourd'hui sur le conflit en Ukraine. Et je rappelle aussi, et effectivement Sylvain a tout à fait raison, ce principe de autodétermination de peuple et l'intangibilité des frontières, en fait, on en joue comme on veut. Lorsqu'il s'agit de Kosovo, c'est le peuple qui décide. Lorsqu'il s'agit du Haut-Karabakh, c'est l'Azerbaïdjan qui gagne la mise. En fait, c'est très pratique. C'est très pratique parce que ça arrange toujours les tout-puissants qui, en fait, voient ces États comme étant source soit de matières premières, soit de commerce ou autre. Et donc, oui, c'est incroyable, mais avoir ces deux articles qui se juxtaposent et qui sont complètement contraires l'un à l'autre, ça prouve que ce n'est pas fait pour être respecté. Qu'en pense Patrick? Alors, déjà, en termes de mots, il ne me semble pas qu'on emploie les bons. Le mot intangibilité des frontières n'existe pas dans la Charte des Nations Unies. Le mot qui est employé, c'est intégrité. Il faut respecter l'intégrité des frontières, pas l'intangibilité. Parce que s'il y avait intangibilité des frontières, déjà l'Allemagne d'aujourd'hui n'existerait pas, puisque intangibilité signifierait qu'aujourd'hui il y aurait peut-être même encore la Prusse ou autre chose. Donc en fait, l'intangibilité des frontières n'est pas dans la Charte des Nations Unies, c'est l'intégrité territoriale. Voilà, ce qui est tout à fait différent, c'est-à-dire qu'à partir du moment où un peuple décide de rejoindre, soit d'être indépendant, soit de rejoindre un autre pays, l'intégrité des frontières n'est pas un problème. D'ailleurs, c'est impressionnant. Quand on regarde les pays qui existaient, ne serait-ce qu'il y a un siècle, et aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Alors on va dire, oui, il y a eu déjà toute la décolonisation, évidemment. Tous les pays décolonisés, mais si on ne prend, si on s'abstient des pays qui ont été décolonisés, l'Allemagne ne ressemblait pas à ce qu'elle est aujourd'hui. L'Empire ottoman, l'Autriche-Hongrie, donc l'intangibilité des frontières, et là je rejoins absolument Lara et Sylvain, c'est là-dessus que se base l'Occident pour dire « Ah mon Dieu, la Russie, quel grand criminel ». Et d'ailleurs moi ce qui m'avait étonné, c'est qu'en décembre, le 31 décembre 2021, donc alors que les Russes ont proposé un accord à l'OTAN et un accord aux États-Unis à discuter, ils doivent se retrouver à Genève en janvier. Donc à l'époque, c'est encore Scholz, le chancelier Scholz. Quand il présente ses vœux au peuple allemand, il parle de l'Ukraine et que, alors moi ça m'a étonné, justement de l'intangibilité des frontières de l'Ukraine. Mais de quoi tu parles? D'abord, tu souhaites le nouvel an aux Allemands. Bon, qu'est-ce que vient faire l'Ukraine dans ton discours? Et pourquoi tu parles de l'intangibilité des frontières en disant que c'est un bien précieux? Non, c'est pas un bien précieux, c'est un bien qui n'existe pas. En droit, dans la Charte des Nations Unies, personne ne peut trouver le mot intangibilité parce qu'il n'existe pas. Tu voulais répondre, Lara? Oui, mais l'intégrité du territorial, en fait. Mais l'intégrité territoriale, encore une fois, qui peut se jouer avec la réunification de l'Allemagne, le démantèlement de l'URSS, le démantèlement de l'Yougoslavie. Tout ça, ça peut fonctionner. Mais en revanche, quand il s'agit des intérêts des Occidentaux, c'est le double standard quand ça l'arrange.
Lorsqu'il s'agit, encore une fois, je rappelle ce qui s'est passé en Haut-Karabakh. Le peuple s'est déterminé à plusieurs reprises. Et c'est même au sein de l'URSS, ça devait être accepté parce que ça faisait partie des articles de la constitution de l'URSS. Mais vous avez vu, bon, le peuple n'y est plus, hein, donc il a été chassé. Et inverse, Kosovo, pas de problème. Voilà.